Et 53 272. Combien de reps? Combien de séries? Quel temps de repos? Quand on parle de musculation, c'est assez facile de s'y perdre, mais encore plus quand on parle de douleur. C'est souvent la question qu'on me pose depuis 4 ans sur mes vidéos. Combien de séries je dois faire? Combien de répétitions? Quel temps de repos je dois mettre en place pour avoir un maximum de résultats quand je fais mes exercices? J'aimerais pouvoir vous dire que c'est aussi simple que de faire du 3x10, mais en fait, c'est un poil plus complexe. Dans le monde de la rééducation, c'est même assez fréquent qu'on propose du 3x10, mais sans vraiment savoir pourquoi. 3 séries de 10, pourquoi pas 4 séries de 12 ou 5 séries de 19? Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, parfois il y a une confusion à donner du 3x10 à nos patients. Pourquoi est-ce que si tu traînes une douleur, ton kiné t'a peut-être donné du 3x10? Parfois ça fait sens et parfois c'est complètement à côté de la plaque. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette conférence. Si vous ne me connaissez pas, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. C'est Rhino? Ouais, contre Spider-Man. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour en savoir plus. Dans cette conférence, je vais t'expliquer pourquoi parfois on te propose de faire du 3x10 et que ça n'a pas de sens. Et je vais aussi t'expliquer quelle différence il y a entre de l'hypertrophie, du travail de force et du travail d'endurance. Tu vas voir, c'est hyper simple, c'est une explication qui est facile, qu'on peut appliquer quasiment à tous les sports et qui te permettra de comprendre les bases de la préparation physique. Bon visionnage. J'en profite pour te dire merci, on est bientôt 1 million sur ma chaîne YouTube, c'est un truc exceptionnel et je voulais te dire merci d'être là. Et si jamais t'es pas encore abonné, abonne-toi. Grâce à toi, on sera peut-être le million. Tu seras peut-être le millionième. Vive les vacances. In fine, ce qui va nous intéresser, ça va être de mettre de l'actif dans tout ça. Le problème, c'est qu'en IFMK, on nous a mal expliqué comment faire de l'actif. On nous l'a souvent expliqué de manière un peu binaire, c'était pas très clair. Et je vais vous poser une question avant qu'on attaque. Qui ici, quand il propose des exercices actifs à ses patients, leur fait faire du 3x10? En vrai? Hein? Ça dépend, merci Lucas. Ouais, 3x10, 3x15, 3x20. Alors je vous pose une question. Pourquoi 3x10? Pourquoi pas? Hein? C'est le plus pratique, oui, c'est pratique. Est-ce que c'est bon? J'en sais rien. C'est comme, je te rappelle que Pierre, il est venu en smart. Hein. C'est pratique. Hein. Alors déjà, il ne sait pas se garer. Alors moi, j'ai une théorie. Apprendre ou à laisser, ma théorie. Je pense que notre 3x10, il vient du protocole de Stanish. Que quand vous y repensez, dans notre scolarité, on nous a tous, pour le coup, expliqué le Stanish. Alors pour info, Stanish, si je dis pas de conneries, ça date des années 70, c'était pour la tendinite d'Achille. Et ben nous, on a pris un protocole, on a pris que la moitié en plus du protocole, on a laissé tomber tout ce qui ne nous arrangeait pas, et on l'a appliqué pour tout le système musculo-squelettique. Donc le 3x10, en fait, en réalité, il a une petite base théorique, mais qui ne s'applique pas du tout à tout le modèle musculo-squelettique, et je pense qu'il est assez intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et là, ce n'est pas les kinés qui l'ont inventé, c'est les préparateurs physiques. La petite erreur, c'est que comme c'était issu de la préparation physique, nous, on ne s'y est pas intéressé et on a considéré que de toute façon, en faisant du 3x10, ça convenait bien pour tout le monde. Alors, on va revoir sur quelques bases. Vous vous rappelez, je vous avais dit tout à l'heure, la blessure, c'est quand on fait trop vite, trop fort sur une structure pas suffisamment entraînée. Et que les paramètres qui permettaient de changer ça, c'était la charge, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de repos et ainsi de suite. Si on veut créer de l'adaptation, il faut mettre une bonne quantité de stress mécanique pour avoir une bonne réponse bio. C'est OK pour ça? Le nombre de répétitions. Alors, je vous demande dans un premier temps de ne pas regarder cette deuxième partie du tableau. C'est bon, vous l'avez bien pas regardé? Parce que c'est celle-là qui nous a niqué en fait. C'est ça qu'on nous a expliqué en K1 et c'est celle-là qui nous nique. Donc pour l'instant, vous ne la regardez pas. Pour faire simple, bon, on va imaginer que ça, c'est une haltère. Une répétition, c'est tout simplement le nombre de fois où je vais faire ça. Donc 10 répétitions, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je le fais 10 fois, c'est une série de 10 répétitions. Si je le fais 2 fois, c'est 2 séries de 10 répétitions. Donc les répétitions, c'est le nombre de fois où je fais le mouvement. Les séries, c'est le nombre de fois où je fais le nombre de fois. Jusque-là, c'est assez simple à comprendre. En gros, pour faire simple, on s'est rendu compte de quoi? Ce que je vous ai dit, comme d'habitude, c'est nuancé, nuançable, mais je vous donne cette valeur parce qu'elle est assez pratique à comprendre. Ce que je vous explique, évidemment, dépend du niveau d'entraînement des gens. Il n'y a pas vraiment de consensus, mais on peut partir de là pour bien comprendre. Si vous faites entre 1 et 5 répétitions, vous travaillez plutôt la force. Si vous faites entre 3 et 15 répétitions, vous travaillez plutôt l'hypertrophie, le volume musculaire. Si vous faites au-delà de 20, même au-delà de 30, vous travaillez plutôt sur l'endurance. Pour faire simple, la force, on estime
que l'organe qui permet de recruter un maximum de force, ce n'est pas le muscle, c'est le cerveau. Que quand vous n'arrivez pas à... Pardon, c'est le cerveau. Point, fin de ma phrase. L'hypertrophie, c'est le développement du muscle. Et l'endurance, c'est le cardio qui permet d'alimenter tout ça. Donc ma question est la suivante. Est-ce que quand vous faites 5 répétitions là, avec ma bouteille d'eau, est-ce que là je travaille ma force? Non? Exactement. Un point pour Christophe. Ça dépend de la charge. Et c'est pour ça qu'on nous a niqué. C'est qu'on ne nous a pas expliqué ce que c'est une ERM. Une ERM, c'est ça. Une résistance maximale ou une répétition maximale. Je prends une charge, admettons 100 kg. On s'en fout. Hein. Je suis là et je fais... 100 kg, c'est ma répétition maximale, c'est ma RM. Si j'ai été capable de faire une seule répétition, j'ai travaillé de la force. Ce qui m'a empêché d'aller plus loin, c'est mon cerveau, qui n'a pas assez de connexion avec mon muscle pour recruter 100% de mon muscle. Si je travaille du coup entre 1 et 5 répétitions, ce que je vais principalement travailler, c'est ma connexion cerveau et muscle. Dans une deuxième chose, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. J'arrive à l'échec musculaire entre 3 et 15. À ce moment-là, j'ai plutôt travaillé mon hypertrophie. Est-ce que j'ai aussi travaillé ma connexion cerveau-muscle? Oui, évidemment. Au même titre que quand j'ai travaillé qu'une seule rep, j'ai aussi travaillé mon hypertrophie et j'ai aussi travaillé mon cardio. Mais j'ai plutôt travaillé ma force entre 1 et 5. J'ai plutôt travaillé mon volume musculaire entre 3 et 15. Si je vais au-delà, et que j'en fais 60, est-ce que j'ai travaillé ma connexion cerveau-muscle? Oui. Est-ce que j'ai travaillé mon hypertrophie? Oui. Mais j'ai principalement travaillé mon endurance. Donc, à mamie, quand vous la voyez à la maison et que vous lui demandez de faire 5 assis debout, 10 assis debout, vous êtes plutôt en train de lui faire travailler de l'hypertrophie. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous lui avez demandé à mamie si elle voulait faire de la prise de masse? C'est peut-être pas ses objectifs. Alors, je suis sévère avec vous et c'est juste pour me moquer, mais en fait, en réalité, c'est peut-être pas si con à mamie de lui faire de l'hypertrophie. Parce qu'hypertrophie, c'est un apport vasculaire, donc un apport de tous les composants qui va me permettre une adaptation de mes tissus. Donc finalement, pour mamie, c'est peut-être pas si con de lui faire du 3x10. La seule chose, c'est que mamie, normalement, elle devrait être aux alentours de l'échec musculaire au bout de la 10e. Si mamie, vous lui faites du 3x10 et qu'en fait, elle était capable de faire du 3x60, vous ne lui avez non seulement pas fait de l'hypertrophie, mais vous lui avez fait de la mauvaise endurance. Et principalement, notre problème en tant que kiné, il est là. 1, on n'ose pas charger et on n'ose pas faire assez de reps. Et donc, en fait, les poids de 2 kg que vous avez au cabinet et que vous leur demandez de faire « allez », s'ils n'ont pas de résultat, c'est tout simplement que vous n'avez pas mis assez de stress mécanique. Et maintenant, la grosse perspective qu'on peut avoir, c'est souvent la question qui vient. Mais alors, Greg, ça veut dire quoi? Pour mamie, tu lui mets directement une barre de 50 kg sur les épaules pour voir à quel moment tu lui fais péter sa RM? Alors non. Ça, à la limite, ça peut être pertinent pour les coachs ou pour les préparateurs physiques qui ont besoin vraiment d'être au kilo près pour une programmation spécifique. Pour nous, on n'a pas besoin de ça. Pour nous, à mamie, on va lui faire un squat et puis, globalement, en fonction de son poids, on va lui mettre un poids dans les bras. Moi, pour les mamies, j'aime bien leur donner un petit 4 kg pour commencer. Quand vous leur donnez le 8 kg, elles vont avoir cette tendance à faire « Ah, c'est lourd !» Déjà, tu vas lui casser le moral. C'est pas ouf pour l'adhésion au traitement. Donc, tu lui donnes un 4 kg, elle va te dire « Ah bah non, c'est pas léger !» Et là, vous allez lui demander « Bah mamie, vous me faites un maximum de squats. » Et bah là, si elle fait pour faire 20 squats et que vous avez fait 20 squats avec 4 kg, et ben vous savez que finalement, elle est entre 40 et 60% de sa RM. On s'en fout un petit peu en fait.
Juste, vous savez que vous arrivez à l'échec autour de 20 et que globalement, si votre patient, vous voulez lui faire de l'endurance, bah, vous voulez qu'il soit plutôt à l'échec autour de 40-50. Si vous voulez plutôt lui faire de la force, vous voulez qu'il soit plutôt à l'échec entre 10 et 20. Si vous voulez plutôt, l'hypertrophie, plutôt de l'échec entre 10 et 20. Et si vous voulez faire plutôt de la force, plutôt de l'échec entre 1 et 5. Globalement, en gros, ce qui m'intéresse, c'est qu'au bout d'un moment, vous ayez un patient qui soit là en disant « Ah, là, j'en peux plus ». Et que le moment où ils disent « j'en peux plus », c'est pas quand vous lui avez fait faire 200 reps. Parce que là, finalement, on fait de l'endurance. Et à part mettre beaucoup de contraintes d'endurance qui ne créent pas énormément d'adaptation et qui prend beaucoup de temps, si vous mettez du poids, c'est ce qui va plus vite et ce qui est plus facile à quantifier. Donc évidemment, si vous montrez ça à un coach ou à un préparateur physique, il va vous dire c'est du bullshit et ceci et cela, s'ils veulent. Pour nous, pour nos patients sédentaires, juste ayez cette notion de je vais mettre du poids et je vais le faire travailler aux alentours de l'échec. On considère, pour ceux que ça intéresse, que d'avoir l'échec, même genre je ne peux plus faire la 12e rep, ce n'est pas forcément pertinent et on peut considérer qu'aux alentours de 30% de l'échec, par exemple, si il est l'échec à 15, c'est OK de venir chercher la 10e ou la 12e rep. Une très bonne chaîne que je vous recommande là-dessus, c'est Jeff Nippard, où il fait des vidéos qui s'appellent en gros Muscle Gain. Alors tout est en anglais, c'est un Canadien, il est comme ça, mais ses informations elles sont béton, genre Muscle Gain ou prise de masse. Et il fait des vidéos qui sont from noob to expert. En gros, il vous donne 5 niveaux d'explication. C'est des vidéos qui durent un quart d'heure, 5 niveaux d'explication. Les noobs, c'est celles que vous pouvez facilement vous approprier et les donner aux patients. À titre personnel, quand je regarde ces vidéos, je m'arrête au niveau à peu près médium. Au-delà, je ne comprends plus rien. Ce que je vous conseille cependant, et ça c'est hyper important, annoncez la couleur dès le bilan. La communication pour dire à vos patients que vous allez faire des exercices est probablement tout aussi importante que les exercices en eux-mêmes. Ça a été étudié, les critères qui font que les patients ne font pas leurs exercices, c'est 3 choses. La première, ils ont peur de mal faire. La deuxième, ils ont peur de se faire mal. La troisième, c'est que souvent, on a tendance à donner trop d'exercices. Il a été étudié que chez les lombalgiques chroniques, au-delà de 2 exercices prescrits par les kinés, les patients les font moins. Et c'est assez paradoxal parce que nous, on nous a dit qu'il faut être super généreux avec les patients, leur donner un maximum de trucs pour qu'ils soient contents. Oui, ils sont contents, mais ils ne les font pas. Donc en fait, en réalité, il vaut mieux dès le bilan, et c'est pour ça typiquement ce que j'ai fait sur Thomas, je préfère lui donner un exercice neurodynamique et du travail en extension. Lui dire, il n'y a que ça, ouais, il n'y a que ça, mais déjà, fais-les en fait. Et vu que j'ai une amélioration immédiate, moyen sur le neurodynamique, mais plus sur l'extension, je sais qu'il va adhérer au traitement. Et si vous avez un patient qui vient demain, il vaut mieux qu'il fasse bien 2 exercices, 10 séries par semaine, plutôt qu'il ne fasse pas vos 25 exercices qui sont géniaux parce que celui-là, il va travailler le moyen fessier en course interne, mais en même temps l'oblique sur sa portion latérale externe. Mais en fait, c'est bon, vous l'avez déjà perdu. Et Chebest, il disait ça quand il va faire cauchemar en cuisine. Hein. Les mecs, ils ont 25 plats à la carte et ils se prennent les pieds dans le tapis et à la fin de Chebest, ils ont une entrée, un plat et un dessert. Et ça marche très bien. Donc, soyez simple, soyez efficace, trouvez les exercices qui sont pertinents pour vos patients. N'oubliez pas, plus vous serez enthousiaste quand vous transmettez vos exercices à vos patients, plus ils vont adhérer. Soyez clair sur les consignes, ayez une prescription claire du nombre de répétitions, du nombre de fois qu'ils doivent les faire dans la semaine. Donc, ce n'est pas « ouais, vous faites 3 x 10 quand vous avez le temps ». Non, vous me faites 4 séries de 20 répétitions. Si jamais ça augmente vos symptômes, vous passez à 2 séries. Si jamais vous avez envie de faire un autre exercice, vous faites l'exercice 2. Ça, vous me le prenez en photo. Et vous revenez me voir la semaine prochaine et vous me dites comment ça s'est passé. C'était mieux? Cool. J'ai trouvé le bon traitement dans la bonne posologie. C'était moins bien? Cool. Je vous ai trouvé les bons exos, mais pas dans la bonne quantité. On va adapter. Ça n'a rien fait. Ah merde, je rebilante. Et ça, en fait, c'est vachement plus confortable pour vous parce qu'il y a un côté vraiment reproductible. Quand vous avez un patient qui vient au cours du bilan, si vous identifiez qu'il a besoin de bouger, dites-lui. Et la phrase que je donne à chaque fois, c'est « Ok, moi, mon job, c'est de comprendre ce qui ne va pas chez vous. » C'est 5% du job. 95% du job, c'est vous. C'est vous qui allez le faire et c'est vous qui allez être responsable du fait d'aller mieux. Vous allez bouger, ça va vous faire du bien. Et plus ça va vous faire du bien, plus vous aurez envie de bouger. Moi, je suis juste là pour vous accompagner. Si de temps en temps, ça va vraiment pas bien, je suis là et je vous montrerai des petites techniques pour aller mieux. Mais globalement, vous aurez besoin de bouger et c'est vous qui allez le faire à la maison. Donc, n'hésitez pas à survendre. On ne sait pas vendre en tant que kiné. On ne croit pas en nos traitements et il ne faut pas s'étonner que nos patients n'y croient pas.
Fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que vous y croyez tellement que vos patients aient envie d'y croire. Et posez-vous la question si aujourd'hui, dans le lot de vos patients qui ne font pas leurs exos, est-ce qu'ils ne font pas vos exos parce que vous n'avez pas réussi à bien leur vendre? Est-ce qu'ils ne font pas leurs exos parce qu'eux, ils ont tellement de problèmes qu'ils n'arrivent pas à le gérer? Est-ce qu'ils ne font pas leurs exos parce qu'ils n'y trouvent pas de sens, parce qu'ils ne sont pas améliorés? Ou est-ce qu'ils ne font pas leurs exos parce que ce n'était pas clair dès le départ? Si vos patients demain ne font pas leurs exos, moi, la seule raison valable que j'entends pour vous, c'est vraiment, ce coup-ci, c'est de leur faute à eux. Ils n'arrivent pas. Et c'est OK, mais c'est plus votre responsabilité. Et je vais juste finir là-dessus avant qu'on passe sur la pratique. C'est que vous avez entre 20 et 30 patients par jour. Vous ne pouvez pas laisser votre énergie se drainer seulement pour 2% des gens. Ne laissez pas 2% des gens prendre 98% de votre énergie. OK? Action! Et voilà, j'espère que tu ne feras plus du 3x10 par hasard. Si cette information t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour plus de vidéos. A bientôt, porte-toi bien. Si jamais tu veux en voir plus, tu peux regarder cette vidéo où on parlait de peut-on porter le dos rond et cette vidéo pour savoir ce qui se passe dans notre tête quand on souffre pendant longtemps. Allez, bye bye.